Bienvenue sur CFT, la culture pour tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des artistes pour retracer l'histoire de la musique ivoirienne. Donc, nous allons faire un retour dans le temps, dans le passé, pour retracer l'histoire de la musique ivoirienne de 1980 à aujourd'hui, à 2025. Et donc, pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau des artistes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué ces différentes époques de la Côte d'Ivoire musicale. Donc, aujourd'hui, pour les années 80, on va avoir la maman Reine Pélagie qui représentera cette période, qui nous partagera son expérience de cette période. Les années 90 et 2000, le grand frère Soumbil qui nous partagera aussi son expérience de ce qu'il a vu, ce qui a changé. Et aujourd'hui, on aura l'occasion après de recevoir sur ce plateau une personne de la nouvelle génération qui aussi est acteur de la musique actuelle qu'on présentera pour la suite de cette émission. Merci à vous de nous suivre sur nos différents canaux, Facebook, TikTok, YouTube et sur nos différents sites internet. Merci à vous. Bienvenue, maman Reine Pélagie. Oui, bonjour. Merci d'être parmi nous sur cette émission. Donc aujourd'hui, on te reçoit donc pour retracer un peu l'histoire de cette musique-là que tu as marquée par ton empreinte, par ton code vocal exceptionnel. Merci. Tu nous partageras un peu ton vécu. Bienvenue, Soumbil. Merci. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot pour décrire un peu l'actualité musicale telle qu'elle se présente aujourd'hui? Je vais commencer par toi, maman, ton actualité peut-être. Oui, bon, la musique à l'époque, elle a pris une très bonne accession dans toute la sous-région, partout en Afrique, même ici en Europe et tout. La Côte d'Ivoire était le pilier vocal parce que dans d'autres pays, les gens chantaient dans une petite voix féminine avant. Mais nous, on est venus et on a chanté dans notre propre voix et on a montré à la sous-région et dans le monde que tu peux chanter dans ta propre voix et puis tu n'es pas obligé de tricher. Donc, on le faisait en Côte d'Ivoire et tout le monde a aimé la musique ivoirienne des artistes de l'époque. D'accord. Bon, chemin faisant, nos enfants comme les Soumbil, ils ont fait la relève, mais ils l'ont bien assuré. Mais à un moment donné, ceux qui viennent maintenant à ça, on voit ça après. D'accord. Donc, Soumbil, toi, c'était la génération Zouglou. Moi, c'est la génération Zouglou depuis les années 90. Voilà. En tout cas, on a été bercé, n'est-ce pas, par toutes ces icônes-là, comme la mère Reine Pélagie et tout. On est allé s'abreuver. On a été nourri de ça. Et puis, le Zouglou est venu dans les années 90 avec ce mouvement estudiantin, ce mouvement de revendication et tout. Donc, ça a créé ce cocktail. C'était plus de la musique engagée à votre époque? À notre époque, oui. C'était un peu des deux. C'était un peu des deux, mais dans le fond, ce qui motivait les gens à faire du Zouglou, c'était l'engagement. Et vous, en fait, votre période, vous avez été impacté par la période de 80 avant la période des moments Reine Pélagie? Bien sûr. Comment ça, c'est à quel degré? C'est quoi, au niveau lyrique, au niveau écriture? Mais on apprenait tout d'elle. Je peux. Oui, bien sûr. Parce que le problème, c'est quoi? Un chanteur qui chante sans savoir de quoi il parle, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, la chanson a une éducation. C'est une pédagogie. C'est un enseignement. Donc, si tu fais des chansons qui n'ont pas de sens, c'est pas la peine. Donc, en ce moment, le Zouglou était bienvenu. Moi, je suis Zouglouman. Donc, pour vous, le Zouglou, c'était une continuité, en fait. Voilà. C'est une continuité parce que tu peux pas faire une chanson qui n'a pas de sens. On fait oh là 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 là, et puis ça. Non, ça, c'est maintenant. Mais il faut chanter des problèmes. On en a. Les problèmes, on en a. Donc, il faut vraiment relever l'état dans ce que tu véhicules comme message dans ta chanson. C'est très important. Il y a quand même un changement. Il n'y a pas que dans le Zouglou. Aujourd'hui, le paysage musical, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde a quand même changé. Il y a cette musique qu'on appelle la musique engagée où il y a l'écriture qui impacte vraiment et tout ça. Il y a aussi ce côté divertissement qui a encore beaucoup plus pris le dessus aujourd'hui. Il faut savoir combiner les deux. C'est vrai que même au niveau du Zouglou, il y a un moment donné où il y avait des chansons, toutes les chansons étaient en bas de la ceinture et tout. Et c'est ce qui a motivé la création d'un groupe comme les Salopards. Nous, on avait pour credo de chanter que des problèmes de société. On ne voulait pas descendre dans ça. D'où même, on a changé le BPM. C'est-à-dire, techniquement,
on ne faisait plus du zouglou accéléré. Nous, on a cassé un certain nombre de codes pour pouvoir mieux se faire entendre. Donc, c'était aussi ça un engagement. Aujourd'hui, la musique, c'est la musique. Hein. Il faut faire danser, mais dans les pays, avec nos histoires que nous avons, nos histoires que nous avons, on ne peut pas se contenter que de faire danser avec la musique. Ah, voilà. D'accord. Mais moi, j'ai une autre question, parce que quand tu parlais des BPM et de l'enregistrement, la rapidité et tout ça, ça me fait penser à une question. D'ailleurs, ça sera à toi, cette question en premier. Après, tu pourras répondre à la même question aussi. C'est comment vous enregistriez avant vos musiques. Parce que je crois qu'il y a quand même un changement dans la façon d'enregistrer. Ça n'a strictement rien à voir. Et aujourd'hui. Oui, mais enfin... Aujourd'hui, bon, il y a certaines technologies qui ont un peu changé, mais le fondement reste le même. Pourquoi? Parce que tu vois un arrangeur, c'est la même chose. Il te fait ton arrangement, c'est-à-dire tu poses la voix témoin, il te fait ton arrangement, tu rentres dans le studio. Et lui, il te met les harmonies et tout, etc. Parce que toi, tu viens avec ton harmonie d'abord, sur lesquelles il s'appuie, et puis il te façonne ça à sa manière. Parce que lui, au moins, il joue aux instruments. Toi, ton instrument, c'est ta gorge. Mais vous étiez plus en live, non? Oui. Donc, non, mais l'enregistrement n'est pas en live. Ah, c'était pas en live aussi? C'est pas en live. Donc, ça reste pareil aujourd'hui. Tu rentres dans le studio, c'est pareil. Tu rentres dans le studio. Il n'y avait pas des musiciens qui jouaient en même temps? Non. Ça existait avant? Oui, il y a des studios qui le font, par exemple, qui le faisaient. Maintenant, bon, d'autres ne le font plus. Ça, c'est l'enregistrement en live. J'ai fait l'Olympia avec Baïs Pinto, donc il a fait un truc en live que les gens ont mixé après pour essayer de... Donc, mais quand je rentre en studio, il y a l'arrangeur, il y a comment on appelle ça, le micro, tout ça, tout est déjà... Tu rentres dans la cabine et tu chantes ta chanson. Et après l'écoute et tout, lui, il fait le reste des arrangements. C'est tout. D'accord. Et puis les choristes, c'est pareil. Sinon, donc, bon, il n'y avait pas... Parce que nous, parfois, on a... Bon, moi, je suis un peu plus jeune, mais on a parfois le sentiment que quand... À l'époque, les artistes ils rentraient dans le studio, il y avait toute la panoplie d'instruments de musique, donc bactéries. Non, mais ça, c'est plus avant nous. Il y avait des gens qui faisaient ce choix. Hein. Il y avait des gens qui enregistraient live. Je pense qu'au temps d'Ernesto aussi, ils enregistraient live. Avec M. Jackie Regan, mon ami, à qui j'ai fait un coucou. Voilà. Lui, il fait enregistrer tout le monde. C'est-à-dire, vous venez... Il vous donne le studio, tout est là. Vous venez, vous jouez comme si vous étiez dans un spectacle. Dans un spectacle, avec des bandes qui tournent et tout. Moi, j'ai connu les bandes et tout. Enfin, nous, mais est-ce que ça, par exemple, est-ce que le fait d'enregistrer comme ça, là, est-ce que ça n'a... Il n'y a pas un impact sur la qualité sonore, par exemple? Non. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de numérique, c'est pas pareil. Je pense que les lives, la façon dont les gens enregistraient avant, le live, il y a plus de vie, il y a plus de chaleur que tout ce qui est Mao et tout. Après 2-3 mois, il y a quelque chose qu'on ne ressent plus. Alors que quand c'est enregistré live, c'est à vie, il y a une chaleur. Ouais. Bon, on se débrouille techniquement pour atteindre cela, mais ça, c'est des choses que les gens avaient naturellement. C'est brut qui c'est ça, c'est des choses que les gens avaient naturellement. Parce que si on peut faire ça, sous mémoire, ça dit, on répète la chanson tranquille avec les musiciens. Quand on est prêt, on rentre dans le studio et on enregistre en live. Ouais. Là, c'est aussi bien aussi. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai fait parce qu'il faut toujours mixer. Il y a toujours le mixage. Forcément, à la fin. Je l'ai fait avec un album Zougloumanity que j'ai enregistré. Tout l'album a été fait live. Super album en plus. Hein. Tout l'album a été fait live, mais je peux vous dire que ça coûte quand même la peau des fesses. Ah oui, parce que j'imagine. Est-ce que c'est pas ça, par exemple, qui impacte aujourd'hui cette nouvelle génération à aller vers ce nouveau modèle d'enregistrement? C'est-à-dire que ça coûte trop cher de mobiliser tout un orchestre pour faire de la musique. Ça coûte cher. Donc économiquement, ça peut coûter cher. Parce que la dernière fois, j'avais reçu ici le grand frère Assalfo qui disait aujourd'hui, la musique, elle a tellement changé que tu peux prendre ton smartphone, enregistrer, tu deviens tes stars. Bien sûr. Donc ça a vraiment changé. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est pas rédhibitoire pour l'univers musical aujourd'hui, l'écosystème musical aujourd'hui? Non, bon, enfin, après on peut répondre à sa vision. Non, parce que moi, je dis... C'est un débat générationnel. C'est ça, en fait. C'est ça. Vous savez, c'est bien d'avoir des bons contacts dans notre métier d'artiste. Quelqu'un qui vous apprécie, qui peut vous donner un coup de main pour que ça puisse se passer. Parce que une personne comme Soumbil, qui a cette voix d'or, réfléchissons bien, pourquoi lui, il ne passerait pas dans le monde entier?
parce qu'il est représentatif. Il peut représenter. Moi, quand il chante, je sais que je suis... C'est bon. Je ne suis pas obligé de dire non. Mais il y a des gens qui quackent. Mais quand même, ça passe parce que c'est selon leur carnet d'adresse. Est-ce que ça ne ramène pas à la question de savoir que il y a, les habitudes de consommation de musique ont quand même peut-être changé, non? Changé, on évolue. On change un peu. Quand même, bon, maintenant, c'est des singles, non? C'est ça. Aujourd'hui, il y a des singles. Nous, on n'avait pas cette culture, mais aujourd'hui, nous tous 10 chansons, 15 chansons. C'est ça. On s'y met au single, au EP, tout ça. Moi, bientôt, je vais sortir un EP parce que les modèles de consommation, la façon d'écouter, de consommer la musique aujourd'hui, ça a changé. Il y a un flot continu d'offres. Tu vois, ça débite. Hein. Ça débite grave. Le gars, il n'a pas le temps d'écouter la même chanson même pendant 3 mois. À moins que ce soit vraiment une chanson qui te marque l'esprit. Le gars, il sort le matin, le soir, il y a un nouveau hit qui sort. Donc, c'est comme ça. C'est ubérisé, en fait. Oui. Et tout ça, c'est même au niveau des enregistrements, la façon de faire la musique, la façon de produire de la musique, aujourd'hui, tout, ça va très vite. Ça me ramène à une question que je voulais poser d'ailleurs. Aujourd'hui, enfin... Quand vous voyez les différentes générations aujourd'hui, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment on faisait pour découvrir les artistes avant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre ton smartphone, comme disait Astolfo, et tu deviens un artiste. Mais avant, c'était différent. Parce que moi, je n'étais pas né à l'époque de Roger Fulgence Cassis, c'était une autre époque. Mais apparemment, il y avait une méthode de découverte des artistes qui était bien précise, qui était bien organisée. Aujourd'hui, moi, cette façon-là, j'aimerais que tu me la partages. Comment vous découvrez en tant qu'artiste avant? Moi, de toutes les façons, je passais à la radio ivoirienne avec Gomis, qui était le guitariste, et je chantais en direct. Direct là? Direct, on te met là en direct? Oui, lui, il joue tout bon. Directement, je chante et tout à l'époque. Et j'ai été contacté par un producteur qui s'appelle A.A. Maïkano. Donc, Et Maïkano, il m'a prise. Et il a pris ma soeur, père son âme, Gégé Léopoldine. Il nous a amenés au Togo. Il a loué une maison. On était dedans et on allait à la répétition, au studio, le Nikona Point, qui est actuellement à Lomé. Et c'est là qu'on a fait chacun. Et puis celui qui nous a arrangé s'appelait Désiré Véouni, père son âme. Il paraît qu'il a eu un accident. Bon, enfin. À son âme. Donc, pour dire que c'est comme ça, mais c'est lui qui nous a repérés, en fait. À force de passer, moi, à la radio, quand je passe, vous me connaissez. Et là, on te faisait passer à la radio, on te dit, tac, chante direct. Je chante directement. Et comme j'étais embêté par certains journalistes, animateurs, attends, je les exposais clairs. D'accord. D'accord. Et tout ça, ça a attiré l'attention des gens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit parce que tu dis ce que tu penses qui est l'ennemi du peuple. D'accord, on va arriver peut-être là-dessus un moment. Donc, Soumbil, toi, à ton époque, ça se passait comment? Nous, on a un peu hérité de ça. Dans l'univers Zouglou, nous, c'était plus live. Hein, c'était voix, percussion. Donc, vous allez vers des producteurs, on vous faisait chanter pour voir ce que vous avez dans le ventre. Voilà. Donc, il fallait avoir des textes, il fallait pouvoir toucher le producteur, tout ça, avec ce qu'on racontait dans nos chansons. Donc, c'était un peu ça. Bon, nous c'était ça. On a un peu hérité de ça. Voilà. C'était à l'écoute, en fait. Ah, c'est bien. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu le paysage culturel, surtout musical ivoirien, quelle place occupe aujourd'hui, quand vous regardez, quand on observe aujourd'hui, quelle place occupe aujourd'hui la musique traditionnelle moderne et le zouglou aujourd'hui par rapport à ce qui est plutôt dominant comme musique? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui c'est de la musique qui est en train d'être... Non, je pense que la musique traditionnelle moderne a son public. Le zouglou aussi commence à... Le zouglou a son public. Toutes les musiques ont leur public. Hein. Dans leur place. Mais le traditionnel moderne a son public. Parce que tu as des artistes, on n'imagine pas un seul instant qu'ils puissent remplir, par exemple, le palais de la culture. Il y a des artistes qui le font. Tigré Sidoni, et il y en a plein d'autres qui le font. Il y a un public pour ça. Après, ça dépend de comment on présente la chose. Voilà, c'est ça. On entend beaucoup souvent dans le discours populaire que la musique ivoirienne était une musique qui a été très impactée par la musique étrangère. On parle beaucoup de musique congolaise et tout ça. Est-ce que vous, à votre époque, c'était le cas? Non, mais au début, avant que vous avez été rentrent en action. Si. Ouais. À l'époque, c'était les Congolais qui étaient sur le marché. Et nous, on avait que Anouma Brou Félix, Amédée Pierre, et puis il y a plus Jazz.
Donc, il y a plus jazz et puis Anima Bourbe, ils font du congolais aussi parce que comment on les appelle, les Haïtiens, leur musique porte un peu là-dessus. Voilà. Avec les orchestres et tout ça. Voilà. Et Amédée Pierre, lui, faisait aussi du tradi moderne. Il essayait à son niveau aussi de le faire. Voilà comment tout est né. Mais c'était les Congolais qui ont envoyé leur rumba d'abord. Donc la musique ivoirienne a beaucoup été influencée par la musique congolaise. Et donc la musique, mon frère Ernesto Guégué, paix à son âme, lui, il a pris le liwara du Burkina et puis il a pris le tempo de BT et puis il a fait le ziglubiti. Parce que quand tu l'écoutes bien, c'est comme ça c'est. Et est-ce que vous, au niveau du Zouglou, c'est quelque chose qui vous a impacté aussi? Est-ce qu'il y a une continuité dans l'influence de... Non, nous, on a réfléchi différemment. Le Zouglou, ça, c'est le casser justement toute cette influence étrangère. Nous, c'était les percussions, ça tiré de l'aloukou. La base du Zouglou, c'est l'aloukou. L'aloukou, c'est une musique BT. C'est le BT, ce que vous appelez ici, les Congolais, comment ils appellent ça? Le zouk. Ici, ils appellent ça, les Congolais appellent ça, les Antillais appellent ça le zouk. Voilà. Les Congolais appellent ça rumba. Chez nous, on appelle ça aloukou. Voilà. Okay. Et puis, les Méoué, ils appellent ça zoblazo. Zoblazo. Voilà. Donc c'est la même chose. C'était très roots à la base. C'est ça. Donc nous, c'est ce qui nous a guidés avant d'entrer même au studio, parce qu'on a découvert les studios après. Mais les premières sorties Zouglou, c'était voix percussion, avec un groupe derrière pour faire les chœurs. Et c'est après qu'on a mouvé vers les instruments et tout. Il y a des gens comme les Koudou Athanase qui ont été des premières personnes, Yao Lasmgui, des premières personnes à réfléchir, à créer une musique pour le Zouglou. Mais sinon, la base, c'est la loukou. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, quand vous observez le paysage musical, vous pensez que est-ce qu'il reste des choses de l'héritage musical des années 80-90? Bien sûr, ça aussi. Il y a un peu... Moi, j'ai le sentiment, quand j'écoute parfois je suis très fier quand j'entends le rap ivoire, par exemple. Je sens qu'il y a des sonorités à l'ancienne. Mais est-ce que quand vous observez globalement, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai héritage, qu'il y a une vraie continuité? Bien sûr, s'il n'y a pas de background, ça ne peut pas avancer. Parce que les anciens est comme le tapis. C'est des tapis, c'est sur ça qu'on s'appuie pour pouvoir sortir quelque chose qui se ressemble. Donc ça ne finira jamais. Tout se transforme. Mais oui. Tout se transforme. Mais moi j'ai surtout une question pour un moment, Reine Pélagie, parce que souvent, quand je reviens un peu en arrière, parce qu'on a parlé de musique d'engagement et tout ça, mais moi je ne comprends pas tous les dialectes ivoiriens, mais j'ai le sentiment que la musique des années avant 90, c'était pas trop d'engagement. La véritable musique d'engagement, elle a commencé à venir à partir des années 90. Non, parce qu'on a chanté en français, mais c'était des engagements. Il y a des engagements. C'est sociétaux quand même. Oui. On parlait de la société. Mais à notre façon, à la façon des anciens. Parce que tu as des proverbes, tu as des paroles qui sont sorties en langue, mais ça parle de nos différentes sociétés. C'était impactant. Voilà. C'est pour ça que tu avais l'impression de comprendre ce qu'on te disait, même sans comprendre, mais tu avais l'impression que la personne s'adressait à toi. C'est ça. Donc, il y a quelque chose de profond dans ce qu'on disait, dans la parole. Aujourd'hui, même avec une phrase, tu vas sur Internet, tu as une phrase, tu fais un tube. Hein. Mais c'est pas, en termes d'énergie, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Mais aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes s'identifient beaucoup à cette génération quand vous observez le paysage musical aujourd'hui? Oui et non. Je dirais oui et non. Il y a des jeunes qui ont besoin de ça. Il y a des jeunes qui ont encore ce cordon ombilical là. Et puis, il y en a qui voyagent dans leur vision. Après, on a besoin de tout le monde. Hein. Il y en a qui sont stétois dans leur tête, qui sont... Et puis, il y en a qui vont tirer. Tu as parlé tout à l'heure du rap ivoire. Rap ivoire, ils ont des sonorités, par exemple, en termes de musique. Ils vont chercher les anciens. Et quand on fait des mix, quand la musique résonne, tu sens une partie quand même de toi qui résonne. Tu sens qu'il y a ton histoire. Ouais. Et ça fait pas pareil à l'écoute. Ça fait pas pareil à l'écoute. Donc je pense que c'est un échange générationnel. Les anciens nous ont apporté, nous aussi on apporte. Et puis bon, les autres, ils continuent. Hein, c'est un flambeau qui... Et comment ça se passait à l'époque en général quand on faisait de la communication sur les albums, sur la musique, ça se passait comment? Aujourd'hui, il y a quand même une diversité de canaux de communication. Mais vous, à votre époque, comment ça se passait pour communiquer sur la musique? Parce qu'on avait une chaîne... on avait une télé, on avait une radio, c'est tout. C'est tout, hein? Oui. Ah, ça devait être la guerre. Je pense que c'était la guerre pour y passer. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça faisait des guerres.
Pour dire non, mais lui, il m'aime pas, il ne fait pas passer mon œuvre, tout ça. Bon, donc c'est pas maintenant que ça existe. Non, ça a commencé depuis Mathusalem. Ça a commencé depuis toujours. Mais Dieu faisant... Pourquoi on n'a pas eu aujourd'hui, comme on le voit, aujourd'hui, des artistes ivoiriens qui d'un point de vue international, aujourd'hui, Soumbil, c'est ton cas, parce que aujourd'hui, tu arrives à t'exporter et tout ça. Pourquoi, à cette époque, on n'a pas vu ça, en fait? Mais si. Non, moi, je chantais, je faisais tous les concerts en France et dans tous les pays européens. Je suis partie jusqu'au Japon. Ce n'est pas su, en fait. Ce n'est pas su. C'est pas communiqué. On communique pas beaucoup dessus. Toute l'Afrique de l'Ouest. Et je suis allée faire des tournées aux États-Unis. Attention, comment ça passe? Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes si tu poses la question à un Ivoirien, il va te dire c'est Alpha Blondy qu'on connaît. Mais là, moi, je suis très heureux d'entendre ça parce que moi, médiatiquement, il est plus exposé et tout. Puis bon, en termes de génération, mais sinon, je pense que il vient après moi. Ils viennent après, mais c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Même Bailly et tout, de l'Olympia et tout, il y en a qui ont eu des disques d'or. Donc, il y a eu un boulot. On ne communique pas dessus. Souvent, on a le sentiment que... Moi, tu sais, ces derniers mois, je me suis rendu compte que, mais en fait, on parle beaucoup des disques d'or français. Mais pourtant, on n'a pas le sentiment qu'il y a des anciens qui ont déjà obtenu ces disques d'or. Il y a des anciens. Moi, j'étais choqué de voir que les Bailly Spinto ont déjà eu des distinctions en France. S'il vous plaît, je vais vous dire honnêtement, chez nous, en Côte d'Ivoire, on aime en dessous de la table. C'est-à-dire les choses ne sont pas claires. Si on doit décerner un disque d'or à Soum, on préfère tordre ça pour donner ça à quelqu'un d'autre pays, c'est leur poulain. Ce qui se passe chez nous, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi on ne communiquait pas surtout sur ce type de... ce que toi, tu faisais, par exemple? Moi, j'ai toujours communiqué, mais je suis toujours la personne à abattre, puisque je relève l'État, moi. Moi, je ne joue pas avec ça. Moi, non. Mais moi, je relève ça. Ça me ramène à une question. Alors, quel rôle jouaient les maisons de disques à cette époque? Parce que si aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a des reines pélagiques qui ont joué dans des grandes salles en France. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est peut-être Magic System aujourd'hui qui joue dans les grandes salles. Et encore. Alors que quand tu repars dans le passé, comme tu me dis, tu as joué dans des grandes salles. Il y a d'autres artistes qui ont joué dans des grandes salles. On a le sentiment que c'était pas ça. Ici, Hôtel Nico, Jacques Brel, tout ça, nous on a chanté un peu partout. C'est pour ça que je pose la question, quel rôle jouaient les maisons de disques à cette période? Je pense que les maisons de disques... ils font rien, ils sont juste là. Ils devaient faire du chiffre. Voilà. Ils devaient faire du chiffre. Après, en termes de développement... Ils sont à la solde des journalistes. Ils ont essayé, mais bon, je pense que ceux qui ont envie de savoir, quand même, viennent à la source. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut encourager des initiatives, que ce soit télévisées ou bien même en termes d'écriture, pour que ce passif-là soit documenté, que les gens sachent, hein, que ceux qui ont envie de se documenter sachent qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu telle époque, il y a eu tel artiste qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Parce que les choses vont vite. Et les jeunes générations, souvent, n'ont pas de repères. Parce que souvent, on voit ça. Moi, j'ai le sentiment que les maisons de disques à cette époque ont beaucoup influencé la musique, c'est vrai, mais elles ont beaucoup plus profité que les artistes eux-mêmes. Parce qu'on voit beaucoup d'artistes à l'ancienne qui sont dans une situation trop précaire, difficile. Ils avaient besoin de faire du chiffre d'affaires. Moi, j'ai été une fois dans un très grand hôtel parisien, mais vraiment où tu ne peux pas t'imaginer écouter une musique ivoirienne. Et j'ai entendu une musique ivoirienne, Bailly Spinto jouer, et j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est connu. J'ai demandé il m'a dit, mais la playlist est une playlist qui est connue, c'est de tout le temps. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit oui. Et j'étais agréablement surpris, tu vois. Et je me dis, mais est-ce que le grand frère ou le papa, là où il est assis là-bas, il sait que sa musique, elle se joue en ce moment dans cet endroit-là? Est-ce qu'il touche des droits, machin? Je me suis vraiment posé la question, mais quel est le rôle qu'a joué nos maisons de disques à cette période-là? Et pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup d'anciens qui sont dans une situation précaire? Je me suis vraiment posé cette question. Parce que les maisons de disques, excusez-moi, hein, parce que je vais vous dire, là, ça va vous écorcher, c'est la vérité. Les maisons de disques se servent d'abord. Parce qu'on n'avait pas ce qu'il faut pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est rentré exactement. Lui seul, il sait. Et il te fait un calcul arabe. Et tu es obligé de te tenir à ça. Ça revient à ce que Assalfo a dit ici. Il a dit, le problème de beaucoup d'artistes, c'est que, Ivoiriens ou Africains, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits. Et il y a un besoin d'éducation sur les droits d'auteur. C'est maintenant qu'il y a un besoin d'éducation et puis il y a un besoin c'est maintenant tout est ouvert. Juridique même de protéger tout ça. Parce que
Nous, par exemple, les Salopards, quand on faisait notre album, on avait à peu près 20 ou 15 francs par CD. Par cassette vendue. On a vendu, par exemple, près de 800 000, ce qui nous a été déclaré, 800 000 albums. Mais quand vous calculez à 4, après, on ne se retrouve pas à plus de 2 millions. Yes. Vous êtes 4 personnes. C'est la vérité. Vous avez pratiquement rien. Alors que les maisons de disques se sont sucrées énormément sur le dos des artistes. Ça. Donc, en l'État, termes de droits, on ne comprenait rien. Est-ce que ça, il y avait juste le Burida. Ouais. Bon, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que les maisons de disques à l'époque et la maison de droits d'auteur ivoirienne n'a pas joué son rôle, selon vous? Oh, ils ne jouent jamais le rôle. Je ne pense pas qu'ils étaient assez outillés pour freiner un certain nombre de choses. Moi, j'ai vu des gens du Burida aller se battre avec des maisons de disques pour payer les droits des artistes. Hein. Ah bon? Je te parle de personnalités, des présidents de conseil d'administration qui va se battre avec une maison de disques pour payer les droits. Par exemple. Bon, voilà, Valen Guédé, c'était exactement lui. Parce que c'est un monsieur qui n'avait pas sa langue dans sa poche et il s'est beaucoup battu pour ouvrir l'esprit des artistes sur un certain nombre de choses. Mais c'est aux artistes même de s'impliquer, de comprendre comment ça fonctionne, les axes, les articulations et faire des rendez-vous, chercher à comprendre comment ce dispatching est fait. Mais malheureusement, nous les artistes, bon tu vois, il y a des artistes et puis il y a des stars. C'est-à-dire, à un certain niveau, quand les gens sont dans la starmania, ils n'en ont plus rien à faire. C'est l'image, c'est ils n'en ont plus rien à faire. Et 10 ans après, tout le monde vient se plaindre que voici, on aurait pu. Aujourd'hui, tu as un bureau ivoirien des droits d'auteur qui marche pas mal quand même. Je suis allé dans pas mal de pays dans la sous-région. Bon, je trouve qu'il y a des choses qui sont faites. On peut faire mieux. Mais il faut que les artistes s'impliquent davantage. Est-ce que vous croyez qu'il y a une évolution d'un point de vue économique ou d'un point de vue systémique de l'écosystème musical ivoirien aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'il y a une évolution? Quand vous regardez, et quel type d'évolution vous pensez qu'il y a? Je ne pense pas. Parce que nous, on est moi, je suis à la SACEM depuis 1978-1979. On était à la Canébière avant de prendre l'autre bureau à Cocody. Donc, pour dire quoi? Quand j'ai sorti Zabato, les autres chansons Aza, je gagnais près de 2 à 3 millions de droits d'auteur que nous, on nous donnait. Au moment comment il s'appelle, après M. Achache, était venu M. Adolphe. Adolphe qui est mort là, le colonel. Par la SACEM ou par le bureau? Par la SACEM. Il était au bureau de la SACEM. Adolphe, comment il s'appelle même? Adolphe, celui qui est mort là, le général. Il est général, non? Ou colonel. Adolphe, c'est un Dida. C'est pas grave. J'ai oublié son... Adolphe Babi. Babi Adolphe. Ah, non, je ne connais pas. Ah oui, Babi Adolphe, il était après le français là, c'était lui qui était là. Et on gagnait de l'argent. Oui. Qui gérait le Burida. Non. La SACEM en Côte d'Ivoire. Non, le Burida n'existait pas. Le Burida, ça a commencé à exister quand? La Canébière, là, c'était toujours la SACEM. La SACEM. Maintenant, le Burida a commencé à fonctionner en 82. D'accord. Donc, mais je n'ai pas compris pourquoi ils nous ont mis, nous qui sommes à la SACEM depuis ces années, ils disent que oui, ils ont mis nous tous en 82 que c'est là Burida a commencé. Mais attends, il faut trouver les mêmes dates, garder les mêmes dates. Mais ils ont changé. Pour dire non, donc 81 n'est pas dans les archives. Non, alors ça me permet de revenir sur un truc, parce que tu nous fais prendre conscience d'un fait. Non, là, tu nous dis que jusqu'à 80, les droits d'auteur en Côte d'Ivoire étaient gérés par la SACEM. La SACEM, et donc, on était bien payés. C'est la SACEM, donc le bureau de droits d'auteur français. Voilà. Qui gérait les droits d'auteur en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et vous, à cette période-là, ils vous payaient correctement. Bien. Et donc, depuis c'est devenu Burida. Donc, pour toi, aujourd'hui, tu penses que c'est quand il y a eu un changement... Burida, tu peux rester 5 ans quelque part. Quand tu arrives, on te donne 1 500 000 CFA. C'est quoi? Ah, d'accord. Donc, entre eux, ils se font des crédits entre eux. Eux, ils se font des crédits entre eux, tranquille. Et puis, toi, l'artiste qui te tue, tu n'as rien. Tu ne peux pas aller à la SACEM et vous dites, tu vas à chose au Burida. Tu dis comme ça au directeur ou bien aux choses, ceux qui s'occupent des artistes. Non, ça dit, comme les Valen Guédé, tu vas aller, tu dis, j'ai besoin, un PCA pour dire, bon, j'ai besoin de telle somme. Au moment de Valen Guédé, il donnait. Moi, il m'a déjà donné un crédit que j'ai fini de payer.
Valène Guédé, lui seul. Mais c'est dommage que nous, on est réduit à zéro. Oui, mais c'est vrai. Moi, j'ai discuté quelques fois avec le directeur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut informer. Je leur ai dit qu'il y a un gros problème de communication. Il faut qu'on sache le cap, dans quelle direction ils vont. Parce que c'est vrai qu'ils développent beaucoup de choses. On essaie de décentraliser, on essaie d'occuper au maximum le territoire, mais il faut que les gens ils sachent quelles sont les différentes étapes pour les artistes qui sont censés défendre. Et là, il y a un gros déficit de communication. Et puis, c'est vrai qu'en termes de paiement de droits, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on te paye. On te paye, mais on ne sait pas d'où ça provient. Si on te paye 200 €, il faut qu'on puisse nous dire que ça vient de telle radio. Il faut qu'on ait les détails. C'est un minimum. Je pense qu'aujourd'hui, ça ça entretient un certain nombre de doutes. Ça me fait penser à ce qu'il disait. D'ailleurs, en plus, on a beaucoup parlé des droits d'auteur avec Assafou. Il disait qu'il y a un véritable problème de collecte de ces droits d'auteur-là. C'est-à-dire que les établissements et les lieux qui jouent la musique et aussi la vente, évidemment, de cette musique-là. Il y a un problème de collecte automatique de ces droits d'auteur-là. Et il m'en parlait d'ailleurs sur ce plateau, il me disait que c'est une problématique à laquelle devraient beaucoup réfléchir les États. Et il y a un vrai besoin que l'État s'immisce et s'ingère dans cette situation pour qu'il y a, voilà, c'est ce qu'il disait, quoi. Il y a un vrai besoin de politique à appliquer. L'État devrait mettre un peu du sien pour trouver des solutions. Qu'est-ce que c'est de la protection. On a les droits quand les CD viennent de la France en Côte d'Ivoire, on a les droits dessus. Droit de réciprocité. Mais quand ça arrive en Côte d'Ivoire, c'est sorti en 1976 dans le journal officiel. Nous, les artistes, on a des milliards de francs CFA. Nos ministres, quand ils viennent, ils vivent de nos argents. Oui, tous ces gars-là, ils se pommadent à un autre argent. Et nous-mêmes, qui sommes les faiseurs de cet argent, on crèche. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Oui, qui est mon pays, je dis, il n'y a pas de justice. Les gens ne sont pas bien. Et tous, c'est des voleurs. Et tous, partout, ils sont voleurs. Que ce soit ministre des Finances, il est voleur. Ministre de la Culture, il est voleur. Ministre, partout. Et donc, les directeurs, alors, eux-mêmes, là, c'est fini. Le gars, il a volé, lui aussi, prend pour lui. Et puis, nous qui travaillons, on est chose. Ah non, il faut arrêter. Il faut changer. Donc, vous avez dit qu'il y a émergence. Émergence, là. Mais arrêtez d'émerger dans les caisses des gens. Bon, on va se limiter à ça. Mais en tout cas, toi, tu disais qu'il y a comment, toi, tu penses qu'il y a une évolution dans ce paysage-là aujourd'hui. Oui, il y a une évolution. Est-ce que toi, tu penses que les artistes sont mieux rémunérés aujourd'hui par rapport à avant? Écoute, là, tu parles d'un bureau, qui est un bureau de droit d'auteur. Aujourd'hui, les artistes se payent eux-mêmes. C'est ce que les jeunes nous ont appris. Ils se payent eux-mêmes, comment c'est-à-dire? Ils se payent par eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est comment dire ça? C'est le spectacle vivant qui nourrit les artistes. Les gars, il fait son album, quand ça explose, il se paye par lui-même. Parce que quand il va sur scène, il n'y a pas de burida qui va dire, il va directement avec le promoteur. Et plus il tourne, plus ça génère de l'argent, plus il peut se construire. Mais si tu veux t'asseoir compter que sur un bureau des droits d'auteur, déjà c'est chaque 3 mois et tu comprends rien. Donc aujourd'hui, ça se passe plutôt comme ça. C'est ça. Ça se passe plutôt comme ça. Moi, je disais oui. C'est ça. Et moi, par exemple, j'organise par moi-même souvent mes concerts. C'est ce qu'il faut faire. Je vais payer le burida, par exemple. Il y a un problème là, si aujourd'hui l'artiste lui-même, il doit... Mais même les producteurs veulent rentrer en brousse. Moi, j'ai une question, c'est surtout ça, parce que si je prends les différentes générations, et on aura quelqu'un de la nouvelle génération tout à l'heure, mais si je prends les différentes générations et que je me dis aujourd'hui, quand je regarde ce qui se faisait à 80 et 90 et aujourd'hui, j'ai le sentiment, quand je t'écoute, qu'on était plus, ou on était mieux structuré dans les années 80 qu'aujourd'hui. Bien sûr, ça n'a resté. Alors, si tu le dis, pourquoi aujourd'hui, les artistes, on a l'impression qu'ils sont beaucoup mieux financièrement que ceux d'avant? Non. Les artistes, ils sont mieux financièrement parce que
Aujourd'hui, en termes même de... Comment dire ça? En termes d'achat, en termes de population, c'est plus la même chose. Si on est bien structuré avant, pourquoi on n'était pas C'est beaucoup plus la mieux? même chose. C'est plus la même chose. Aujourd'hui, un artiste, par exemple, qui a 2 millions au Burida ou un truc. Mais aujourd'hui, il y a des artistes, vu la quantité de consommation, 2 millions, souvent, c'est 1000 fois rien. Hein. Et là, c'était chaque 3 mois. Hein. Quand nous gagnions 2 millions, c'est 1000 3 fois millions. rien. C'était chaque 3 mois. Et tu avais plusieurs personnes qui avaient plusieurs boulots. Tu avais des mécènes, tu avais des arrangeurs, tu avais des producteurs, tu avais des gens qui s'occupaient de l'artiste. Aujourd'hui, l'artiste, c'est qui gagne, ben, il se prend lui-même en charge, à part peut-être un manager ou un staff. C'est vrai qu'ils étaient mieux structurés. Ouais. Mais peut-être que les réalités ne sont plus les mêmes. Si on est mieux structuré, pourquoi aujourd'hui on a le sentiment que les artistes à cette époque-là ont quand même une vie très précaire par rapport à ceux d'aujourd'hui. Mais l'argent finit, et puis bon, les réalités sont plus les mêmes. Tu comprends? Le gars, il a sorti un hit il y a 20 ans, il y a 30 ans. En termes de rente, 30 ans après, c'est plus les mêmes choses, c'est plus la même réalité. Après, si, il a investi, ou il a été bien encadré, ou après, il y en a qui l'ont réussi, il y en a qui l'ont moins réussi. Un artiste, à la base, c'est pas un bon gestionnaire. On va dire un artiste, c'est quelqu'un qui est lunaire, qui est dans l'espace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils s'accrochent, par exemple, les services de personnes qui sont plus expérimentées. Hein? Après, c'est un choix de chacun. Hein? Mais quand tu vois un certain nombre d'expériences, aujourd'hui, tu as des artistes, à eux seuls, ils s'assument. Hein? Ils ont des structures qui produisent d'autres artistes, ils ont des structures qui produisent des spectacles, ils s'organisent. J'ai écouté un podcast de Diba Diallo, d'ailleurs, la manager de Didi B, qui en parlait, qui disait qu'aujourd'hui, pour elle, un artiste, c'est tout un univers économique. Parce qu'il y a aussi la continuité, il y a l'artiste en lui-même qu'il faut vendre, il y a aussi tout ce qui contourne l'artiste, parce que l'artiste, c'est carrément un produit marketing, un produit économique. Donc moi, quand je vois ça, c'est pour ça que je posais la question, je me disais, mais attends, si c'était mieux structuré, pourquoi aujourd'hui on a le sentiment que... Est-ce que les anciens ont gagné de l'argent? C'est une bonne question, parce que si on est bien structuré, à l'époque, il n'y avait pas de comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un artiste tout ça, il n'y avait pas d'information. Il y avait juste la télé puis la radio. Mais 2 millions dans le temps, quand même, c'était énorme, non? Oui, mais quand tu joues, les Ivoiriens payaient les cassettes ou bien les disques. Avant, c'était 45 tours quand j'ai commencé avec Kaza. Les gens payaient. C'est pas comme maintenant. Les gens ne payent plus. Ils copient. Ils copient, et puis bon, voilà. Et d'autres savants payaient même. C'est ça, c'est les autres même savants payaient chez le pirate. Bien sûr. C'est tout. En plus, à cette époque, il n'y avait pas cette piraterie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, quand tu regardes aujourd'hui l'univers musical tel qu'il était conçu à l'époque, et que tu me dis vous étiez mieux structuré, la musique était faite différemment. D'ailleurs, moi, je confirme. Enfin, ça c'est mon goût personnel. Hein. Je dis que quand tu écoutes les musiques à l'ancienne, tu as l'impression que ces musiques ont été faites avec les instruments d'aujourd'hui. Tellement c'est toujours bien fait, bien entendu. D'ailleurs, beaucoup d'artistes reprennent ces musiques-là. Mais au-delà de ça, moi, je me suis toujours posé la question, mais si ça a été bien fait, bien structuré, pourquoi les artistes de cette époque-là n'ont pas su avoir un standing de vie élevé, un beau standing aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de SOS, hein, on en connaît, qui font des SOS parfois quand ils sont dans des situations difficiles. Alors qu'aujourd'hui, un artiste qui fait un petit single avec son téléphone, comme disait le grand Fassal Fo, et demain il est star, tu le vois demain dans une grosse voiture. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parce que l'univers musical a beaucoup évolué, a beaucoup changé? Est-ce que c'est parce que les moyens pour gagner de l'argent dans cet univers-là a beaucoup changé, ou c'est juste que y a peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas? C'est plusieurs choses qui se conjuguent en même temps. Après, je pense qu'à leur époque, il y avait des choix. Certains peut-être ont été plus visionnaires que d'autres. Je ne sais pas, en termes d'investissement ou en termes de trucs, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu moins de protection. Parce que l'artiste est lancé dans son art, il ne peut pas tout voir. Je pense que même en tant que producteur, peut-être que ça existait dans le temps, un producteur qui offre une maison à une artiste et tout. Mais bon, la vie... Aujourd'hui, c'est des artistes qui offrent des maisons à des producteurs. La vie, elle évolue quand même. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, un artiste avec un hit, il peut faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Après, c'est la structuration autour, tous les axes de structuration autour. C'est comment un artiste gagne de l'argent en dehors des droits d'auteur?
Qu'est-ce qui fait gagner l'argent? C'est le spectacle vivant. Voilà. C'est le spectacle vivant. Quelqu'un t'appelle, on a besoin de toi à DC, tu donnes ton prix. Et aujourd'hui, ça peut aller très très loin. C'est des jets privés, c'est des ceci. Avant, c'était pas ça. Non. Non, bon, avant, on n'était pas encore. On prenait première classe, mais. Même encore avant première classe, c'était les. Ça, c'est nous là. Nous, à notre époque, tu avais 300 000 francs, tu avais 300 000 francs de cachet. C'était énorme. Nous, on voyageait d'Abidjan. Pourtant, on était les salopards, on avait vendu. D'Abidjan, on allait jouer jusqu'à Bouna, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Quand on signait 300 000, mais on était en extase. La première fois où on a mis notre premier million en compte en banque, on n'a pas dormi de la nuit, les 4 salopards. Yeah. On a dit, parce que nous, on avait une façon de fonctionner, on mettait de l'argent sur un compte et tout. Et quand la gestionnaire nous a appelé, bon, vous avez atteint 1 million, on a dansé jusqu'au matin. On a fait la fête avec les frères. Bon, le lendemain, on n'avait plus 1 million, on avait moins quand même. Mais tu vois, dans la tête, c'était énorme. Mais aujourd'hui, moi, j'ai connu les deux univers. Aujourd'hui, le petit, il se lève, il va danser dans un bar. Pour 45 minutes, il te tape facilement 3-4 kilos. Après, ça dépend de comment on gère tout ça. Ouais. Parce que l'artiste, l'argent, souvent, il y a des diodes qui explosent. On fait tout et n'importe quoi. Ça aussi, il faut le reconnaître aux artistes. D'accord. Bon. Et ça nous permet de faire une petite pause. On va faire une petite pause sur ça et on va reprendre parce que cette partie est tellement intéressante parlant de comment ils gagnent l'argent et tout ça. Et justement, parce que là, on aura quelqu'un du Coupé Décalé qui va nous partager son expérience parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes du Coupé Décalé au premier single, un premier morceau, ils changent de vie, on voit directement. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. Donc, on va faire une petite pause de quelques minutes et on revient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Culture pour tous, la chaîne de culture, d'économie, de politique, de musique et de sport. La chaîne qui produira des contenus intellectuels sur ces différents sujets, ces différentes thématiques. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Abonnez-vous, likez et partagez pour du contenu intellectuel. À très bientôt. Retour sur le plateau pour cette émission hyper intéressante avec des invités intéressants sur ce sujet concernant l'évolution de la musique ivoirienne. Donc je reprends, on était avec Soumbil et Reine Pélagie et qui nous a rejoint pour la génération 2000-2025, Mokhtar de Genève qui est un artiste du Coupé Décalé, qui nous rejoint sur ce plateau pour continuer cette émission. Donc, on s'est arrêté sur la question concernant l'évolution de la musique ivoirienne d'un point de vue économique. Comment les jeunes font pour gagner de l'argent aujourd'hui, musicalement parlant, comment l'industrie les rémunère hors droit d'auteur. Et tu donnais ton avis justement là-dessus. Justement, c'est ça. Je pense que aujourd'hui, quand même, il y a une certaine flexibilité pour gagner de l'argent. Je disais que j'avais connu les deux univers. Avant, c'était pas évident. Pour avoir un cachet de 500 000 balles, c'était carrément énorme. Voilà, ça me ramène à un truc, parce que tu me dis, les cachets n'étaient pas aussi importants qu'on le voit aujourd'hui, mais vous vendiez quand même des CD, des disques et tout ça. On vendait des disques. Par contre, on vendait des disques. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus... en termes de streaming aussi, ils vendent. Hein, mais nous, on vendait des disques. Il y avait moins de piraterie. On arrivait quand même à vendre 300 000 exemplaires, 800 000 exemplaires. Et c'était pas aussi ça. Est-ce que ça rémunérait autant? Mais oui, chaque 3 mois. Mais est-ce que tu gagnais est-ce que tu étais... Toi, tu disais, ouais, j'ai gagné, c'était pas mal. Les producteurs, les maisons de disques, je veux dire, ils gagnaient plus que les artistes. Bien sûr, parce que tu ne vois jamais dans la caisse. En fait. Ça, tu ne sais pas exactement combien tu vends. C'est une caisse noire qui te paye. Mais voilà, on pourrait se contenter de ça. On appelle ça les royalties. D'accord, c'est ça. D'accord. Et toi, Mokhtar de Genève, en tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci. Et je vois que tu as une actualité assez mouvementée sur Paris. Bon, bienvenue dans le froid. Merci. Et je salue la maman Reine Pélagie et mon grand frère Soumbil. Moi, ça, c'est mon papa même aussi. Merci. La maman Reine Pélagie, c'est mon papa. Dans le passé, m'a beaucoup parlé d'elle parce que mon papa était à la RTI.
Komara Mamadou. Ah oui, je connais. Voilà, Mamadou Komara, je connais. Voilà, Feu Komara Mamadou. C'est mon papa, il m'a beaucoup parlé de vous à la RTI et tout. Il a fait une fille avec ma nièce, Tanti Léo. Oui. Rita qui est aux États-Unis, voilà. ici, qui est ma grande sœur. D'accord, alors, donc on est en famille. Non, déjà, je demande pardon. Voilà, non, en tout cas, Dieu merci, ça va. Je suis arrivé la semaine passée pour 2 spectacles. Le dernier spectacle, c'était hier. Voilà, Dieu merci qui s'est bien passé. Et en tout cas, bon, c'est la première fois à Paris. Hein. Donc, en même temps, du premier carreau à Paris. Est-ce que tu as gagné beaucoup d'argent? Parce qu'on parlait justement, on parlait de l'univers. On parlait de l'univers musical. On se disait que les acteurs du coupé décalé de la nouvelle génération, de notre point de vue, enfin, de ce qu'on observe, gagnent beaucoup plus d'argent que les anciens. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ça dépend. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on remercie les anciens parce que avant, l'argent qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas avant. Il faut croire que maintenant, il y a beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup de gars qui organisent des festivals. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un même quartier, tu peux aller trouver 3 festivals. Et donc, avant eux, c'est des trucs qui n'existaient pas. Donc, si on me dit que par rapport à ça, il y a des artistes aujourd'hui qui gagnent de l'argent, oui. Mais en même temps aussi, aujourd'hui, la musique est devenue à la va t'asseoir. Et Asalvo disait ici, sur ce plateau, que la musique ivoirienne ne s'est jamais autant mieux portée que depuis son histoire. Depuis l'histoire de qui? La musique. Parce que lui, il estimait qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne... Mais lui, il a eu seulement la chance s'exporte avec son premier gars, assez bien aujourd'hui par rapport à avant. Est-ce que c'est ton point de vue, toi, Sounmi, par exemple? Je pense qu'en termes de productivité, il y a beaucoup d'actions, menées, il y a plus de concerts, il y a plus, comme il disait, il y a plus de festivals, il y a plus d'art vivant, et puis il y a plus de production. Donc je pense qu'en ces thèmes-là, on peut dire que la musique, elle est très active aujourd'hui, elle est très active à plusieurs segments. Maintenant, en termes de retour sur investissement, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les artistes se portent mieux autant que la musique ouais. Bon, il y a d'autres axes à rectifier. C'est quoi pour toi? C'est quoi les axes qu'on doit peut-être rectifier? Mais c'est en termes de rentabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un artiste gagne coupé décalé, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'il sort plus facilement qu'un artiste du Zouglou ou tradi moderne? Est-ce que c'est parce qu'il y a un changement de consommation de la musique ou c'est parce que l'univers a carrément été bouleversé? C'est la demande. C'est la demande. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes à travers le monde qui écoutent quel genre de musique ils ont. Ils sont dans le coupé décalé, ils sont dans le rap ivoire, ils sont dans le truc. Donc, voilà, on fait voyager les artistes selon les besoins. Et il y a de plus en plus de promoteurs. Après, il y a des gens qui sont des mécènes, qui ont une vision plus scientifique de leur façon de produire des artistes. Les axes sont différents. Mais je pense que les artistes qui tournent le plus aujourd'hui, c'est les artistes qu'on joue le plus dans des différents espaces de sonorisation. Et puis, bon, il y a une démarche aussi de faire la promotion d'une certaine culture. Donc, c'est en cela que plusieurs artistes de différentes générations peuvent se rencontrer sur des scènes. D'ailleurs, on se disait, avec la maman, on disait que la musique ivoirienne avait été beaucoup influencée par ce qui avait été fait par la génération des mamans Reine Pélagie. On se disait, justement, est-ce qu'aujourd'hui, si on se dit ça, ils ont beaucoup influencé cette musique qu'on a aujourd'hui, pourquoi eux n'arrivent plus à s'exporter comme c'était le cas avant? Pourquoi? Est-ce que tu penses que ça revient toujours à la même question de l'offre et la demande? Non, mais il n'y a pas qu'on ne s'exporte pas, parce que chaque génération a ses réalités. Nous, quand on a émergé dans à notre temps, c'est-à-dire on avait le message de tout un peuple et de toute l'Afrique en même temps. Et ça passait. Et quelque part après, les Zouglous sont venus nous accompagner dans leur vérité aussi. D'accord. Maintenant, les décalés coupés, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont électrifiés, tu vois. Ils sont électriques. C'est aussi une autre génération. Et nous, c'est vrai, à un moment donné, on devient un tapis. Lui aussi, il devient des tapis. Et puis eux, ils sont en train d'émerger là-dessus. Seulement, ce qu'ils peuvent faire pour que ça puisse aider tout le monde, c'est de donner la main
aux anciens de temps en temps, c'est très important, je pense. Parce que si lui, il a des gens avec qui il travaille, qui peuvent vraiment l'aider, faire son show, c'est bien de faire... Moi, par exemple, si je veux faire un concert, je préfère faire de toutes les générations. C'est-à-dire ma génération, celui des Zouglou, celui des Décalés, celui des Reggae, ainsi de suite. C'est-à-dire dans le show, il y a tout c'est pas parce que c'est un choix économique ou c'est juste parce que c'est un choix pour toi culturel? C'est un choix culturel parce que ce n'est pas seulement l'économie, mais c'est culturel. Il faut ressortir tout ça ensemble et chacun a sa préférence. Chacun a sa préférence. Mais moi, je peux aller à une soirée, je ne vais pas écouter Décalé, je vais écouter par exemple le reggae. Bon, il y a quelqu'un qui joue le reggae. Je suis satisfait, ainsi de suite. L'autre fait Zouglou, ça me plaît, je suis satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, justement, parce que tu arrives à temps, parce qu'on parlait justement de la musique, de son évolution, de ces différentes époques. Et tu n'étais pas sur là, mais je te pose la question. Vous, aujourd'hui, comment vous enregistrez vos albums en général dans le coupé décalé? Comment est-ce que vos façons d'enregistrer sont impactées par ce qui a été fait dans le passé? Est-ce qu'il y a un impact ou pas du tout? Aujourd'hui, la musique que nous faisons, les coupés décalés que nous faisons là, il y a une nouvelle tendance qui est sortie que moi-même, ce n'est pas ma génération qui fait ça, c'est les plus jeunes encore qui font le biama. C'est des musiques réchauffées. Le coupé décalé, c'est une musique rythmée, c'est vrai. Mais, par exemple, moi, comme ça, si m'en va écouter le morceau du grand frère, oh, assis, moi, il peut prendre ça pour faire du coupé décalé. Hein. C'est ça. Même la maman, son morceau, Union. Il peut prendre ça, il fait du coupé décalé. Donc, c'est là-bas même, ça va faire nos recherches. Moi, il fait du coupé décalé. Mais moi, quand je suis seul ou bien quand je suis dans la voiture, il n'écoute pas de coupé décalé. Hein. C'est les anciens morceaux que j'écoute. Et moi, je pense que c'est là-bas, on puise beaucoup. On fait beaucoup de recherches là-bas. Voilà, comme je dis, le grand fait beaucoup de morceaux. Ça m'en fout. Il peut prendre et faire du coupé décalé. Ça, c'est un Zouglou décalé. Mais ce n'est pas coupé décalé. Mais comment il prend ça? Quand tu vas mettre pour lui, tu vas mettre pour moi. Pour moi, on va faire plus danser que pour lui. Parce que moi, il fait du coupé décalé. Et le coupé décalé, aujourd'hui, le rythme, ça va un tempo de 155. C'est-à-dire que dès qu'on met, tu es obligé. Merci, le BPM, c'est 155. Tu es obligé de danser. Alors que eux, c'est des recherches qu'ils font. Donc ça, c'est déjà à saluer. Et moi-même, je le dis tous les jours, quand je suis avec ma génération d'artistes, je leur dis tout le temps, on est là dans les débats. Ils disent que c'est vrai, nous aussi, on a notre esprit, on a notre œuvre, c'est vrai. Mais on s'en va chercher quelque part. C'est-à-dire, au fait, tout est déjà là. Tout se transforme. Voilà, tout est déjà là. On n'a rien créé. On va puiser pour venir. Le grand frère Mewe, quand on va là-bas, quand on prend un de ces morceaux, on mélange, on fait pour nous. Donc, je veux dire que c'est la joie. D'accord. Voilà, donc voilà quoi. Non, mais je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est ce qu'on disait déjà. C'est ça. Mais en termes de droit, ça fait gagner tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils font ça, vous arrivez à récupérer vos droits sur la Mais c'est ça, en termes de déclaration, normalement, ça doit être fait. C'est-à-dire, l'artiste qui a Mais c'est pas toujours le cas. L'artiste qui a pris ça, quand il va remplir les documents, il n'est pas obligé. Il dit seulement le nom de son ville qui est là. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Voilà, il y en a qui peuvent dire, par exemple, voilà, c'était la base, c'est comme ça, c'est tel artiste. Et tu as plusieurs personnes qui sont sur les droits. Ça fait gagner un peu à tout le monde. C'est plus juste. Mais bon. Et on parlait avant que tu n'arrives sur le plateau, on parlait du mode de rémunération des artistes de ces différentes générations. La maman elle parlait beaucoup plus des tournées à l'époque et des cassettes. Pareil pour Soumbil qui parlait aussi des tournées, des cassettes qui étaient vendues, des CD et tout ça. Vous, aujourd'hui, en dehors des spectacles, comment vous gagnez aujourd'hui? Comment un artiste coupé décalé fait pour aujourd'hui, après un mois de single, il a une belle voiture, tu vois? Alors que tu vois l'artiste Zouglou qui fait l'album, mais c'est pas pareil. Non, je comprends. Au fait, dans le coupé décalé, c'est comme vous l'avez dit, c'est la génération 2000. Nous, il y a les boucantiers, il y a des gens qui veulent se faire voir. Et au jour d'aujourd'hui, là, tu vois les artistes coupés décalés, il n'y a pas beaucoup qui sont déclarés au Burida ou à la SACEM. Hein. Ah bon? Voilà, il n'y a pas beaucoup. Bon, nous, comme ça, on est concentrés. Nous, on est concentrés là, c'est déclaré. Sinon, il y a beaucoup d'artistes que tu vois là, ils ne sont pas déclarés. Voilà, ils sont dans le bruit, ils sont là quand ça marche. Raison pour laquelle on dit quand ça marche, il faut savoir profiter. Alors que eux, là, c'est comme l'eau de roche. Ils sont là.
Ça fait combien d'années? Mais aujourd'hui, quand la maman va venir chanter Union, tu es content. Quand le coran va venir chanter, tu es content. Mais nous, comme ça, là, une année, si on n'a pas pu bien structurer nos carrières pour se lancer, c'est fini, on ne parle plus de toi. Il y a des artistes qui sont venus faire un morceau, on n'a plus entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je pense que plus ou moins, il y a les boucantiers, pour revenir à ta question, il y a les boucantiers. Franchement, quand on arrive à des spectacles, c'est le bonus du travail, mais c'est des gens qui nous soutiennent vraiment. Qui nous soutiennent vraiment. Donc, c'est tout ça là qu'ils font. Sinon, il y a des cachets quand même vraiment un peu élevés, mais pas élevés pour dire qu'en même temps. Donc, vous, en fait, vous, il n'y a pas que Burida et quoi, Burida, tout ça. C'est en même temps, c'est de là à là. Si on a 3 spectacles, je dis n'importe quoi, Korogo, Yamoussoukro, Bouaké. À Korogo, on a au moins 3 parrains. Bouaké, on cherche au moins 3 parrains. Yamoussoukro, on cherche au moins 3 parrains. Moi, les 3 parrains, si chacun a donné 200 000, 200 000, 200 000. Bouaké, 200 000, 200 000, 200 000. Ça n'a rien à voir avec ton cachet. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est-à-dire ton cachet à côté, il y a tes parrains qui viennent t'accompagner, qui aiment aussi ça le aussi, mouvement. on doit exploiter ça. On va chercher les parrains. On va exploiter ça. On va chercher les parrains. Il y avait ça. On va chercher beaucoup de parrains. Non, mais, grand frère, non. Non, mais Soumil, je reviens à ça, parce qu'à l'époque de Reine Pélagie, maman Reine Pélagie, à votre époque, quand même, vous avez des parrains. Il y a le président Oufou-Boigny qui vous accompagnait. Ah non, il n'était pas un parrain. Il y a des ministres, c'est une forme de parrainage aussi. Non, il n'était pas un parrain. C'est-à-dire, s'il y avait des événements, s'il recevait des personnalités, il nous invitait pour aller chanter. Donc, quand nous, on a nos shows, par exemple, dans d'autres, il n'est pas le parrain, il ne vient pas il ne peut pas faire le travail. Vous n'avez pas les parrains comme avant, non. Avant, on avait les parrains comme fait à son homme Bala Keïta, qui aimait la musique. Voilà. Moi, mon papa Grégoire Yassé, il a été vraiment très reconnaissant avec moi. Quand je dois aller jouer à l'Hôtel Ivoire, il prend la salle, il paye le droit de la mairie pour la pub et tout. Voilà. Mais on n'avait pas de parrain comme ce qu'il vient de dire. Le parrain, en fait, c'était les organisateurs qui prenaient un parrain. Mais ce n'est pas moi qui prends un parrain. Aujourd'hui, il m'a montré un système. Maintenant, là, toi, tu seras mon parrain. Prochainement. Oui, c'est bon. Non, nous avons montré le chemin. Le Zouglou, ça existait aussi. Hein. Le Zouglou, ça existait au début. Quand moi, je commençais ma carrière avec Niaise et tout, c'était... Les prémices du coupé-décalé aussi. Ouais. Parce que ce que beaucoup d'hommes peut-être ne savent pas, même le premier morceau de Doug Saga, c'est nous qui avons fait les chœurs. Il y avait moi, il y avait Petit Denis et tout, c'est nous qui avons fait les chœurs en studio. Et quand je chantais Niaise dans toutes les grosses boîtes parisiennes, c'est sur ce son-là que les premiers pas du coupé-décalé ont été exécutés. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu choquant de découvrir les gens... Quand il lançait les billets de banque et tout. Mais c'est vrai que ça aide. Quand tu arrives, tu as fini ton cachet, tu as une petite tournée, c'est là où tu comprends les deux univers. Ça change moi, j'ai déjà compris. C'est bon. D'Abidjan à Bouna pour 300 000 balles. Parce que je pose la question. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On entend beaucoup de choses, surtout dans le coupé-décalé, dans le rap ivoirien, dans l'industrie musicale aujourd'hui, africain ou même ivoirien ou africain de manière globale. On entend beaucoup de choses. On se dit, parfois, les artistes sont obligés de faire certains sacrifices auprès de leur dignité, auprès de certain nombre d'attitudes pour avoir le succès. Donc, moi, c'est pour ça que je posais la question pour savoir, mais comment vous faites pour gagner de l'argent? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc, c'est bien de savoir ça, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Parce qu'on voit un artiste aujourd'hui qui soit un single ou un morceau, et 2 mois après, on le voit dans un Range Rover, on dit, mais il a fait comment? Non, en même temps aussi, chacun a son réseau. En même temps, on est dans un monde où moi, par contre, personnellement, je ne cherche pas à m'intéresser à ta vie. Quand on se croise, on est collègues artistes. C'est comme notre génération, là, on cause basta. Je ne cherche pas à savoir, mais en même temps aussi, on connaît tes parents. Souvent, on a des parents en commun. On sait ce qu'il est capable, on sait ce qu'il n'est pas capable. Comme on le dit, c'est le show business. Il peut te dire, il fait son business. Tu ne peux pas l'envier ou l'en vouloir pour ça. Donc, je pense que plus ou moins, franchement, les parents joue un grand rôle. Mais cette question de parrain, ça me ramène à une polémique qui a pas eu très très longtemps sur la musique ivoirienne, où il y a un jeune qui disait que son parrain avait abusé de lui, par exemple. Donc c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça c'est des pratiques qui existent vraiment? Raison pour laquelle on dit, on ne cherche pas à savoir qui fait quoi, qui fait qui. Moi, comme ça, le jour de mon spectacle, je sors. Quand il finit mon spectacle, si on a un after, on se prend. Après ça, chacun rentre chez lui. Toi, là, ce que tu fais ou bien ce que tu as fait là, c'est toi qui vois.
Le jour où on se voit là, il y a toujours tes respectés, il y a toujours tes trucs. Voilà. Donc, je pense que plus ou moins... Pélagie, toi, est-ce que, par exemple, cette question, je te la repose aussi, c'était comment à ton époque? Est-ce que c'est des pratiques qui ont existé dans ton milieu? Est-ce que les gens étaient obligés, les artistes étaient obligés d'avoir un certain nombre de comportements s'ils voulaient réussir dans l'industrie? À chaque génération, c'est fait, c'est réalité. Et à l'époque, nous, on n'était pas trop portés sur de l'argent. C'était la passion. C'était la passion d'abord. On n'était pas trop portés sur de l'argent. Quand tu chantes, tu es heureux. Quand les gens sont contents, tu es heureux. C'était ça, nous, ce qu'on voulait. Bon, les droits d'entrée, tout ça, quand c'est bien, c'est bienvenu. Hein? On ne crache pas sur l'argent, ça c'est sûr. Mais la première des choses, notre satisfaction personnelle, c'est de faire plaisir aux gens qui sont là. Donc nous, on n'avait pas mis l'argent devant. Mais moi, en France ici, partout où je passais, mon cachet, c'était 2 millions. Quand vous discutez, ça fait 1 800 000 CFA, hein, ou bien 1 500 000. Et c'est comme ça qu'on tournait, même en Côte d'Ivoire. Ah mais oui. Mais pour dire que, parce que quand tu es sur scène, tu vois, moi en tout cas, quand je suis sur scène, on dirait que je suis dans l'eau. Je suis heureuse comme ça. C'est la seule chose qui me donne du plaisir, personnellement. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais maintenant que tu m'as montré la route. Bon, il faut que vous me cherchiez des parrains. Au début aussi, on était tous dans cette dynamique-là. On a chanté par passion. Voilà. Jusqu'à un certain âge où tu te rends compte que il y a certaines réalités à voir en face. Voilà. Sinon, c'est pas bon après. Et quand les jeunes sont arrivés après aussi, ils nous ont fait prendre conscience du côté business. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Moi, c'est ce que j'ai appris avec eux. Les jeunes, quand même, ça va très vite. Ils sont dans une autre dynamique. Tout de suite, ça chiffre. Ouais. Je te dis, mais attends, nous, depuis là, on chante. Mais il est temps quand même de mettre un peu d'argent à la banque. Sûr. Et les jeunes nous ont enseigné ça. Pour les vieux jours, pour les jeunes là, nous ont vraiment enseigné ça. Comme il vient de nous dire ça, mon ami, c'est fini. Et donc, on est rentré dans les histoires de parrains et tout. On s'est dit, non, mais attends, tu quittes ici, tu vas à Bouna pour 300 000. Le gars à Abidjan, il salue le parrain, il lui donne 300 000. Pourquoi il y a là à Bouna encore? En tout cas, donc, il faut axer tout ça. Vraiment, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais moi, j'ai beaucoup entendu souvent, quand tu fais les comparaisons des différentes époques, j'ai beaucoup entendu qu'avant, la musique, elle se faisait, c'est vrai, par passion, mais qu'il y a eu beaucoup... Les scandales n'ont pas forcément changé. À votre époque, il y avait pas mal de scandales aussi. Pas mal de scandales dans l'industrie. Chez nous, les scandales... Et que ça a été aussi une chose qui a impacté l'industrie aussi, apparemment. Mais vous savez, nous sommes des êtres jaloux. Quand quelqu'un émerge, que ça commence à marcher chez lui, il y a quelqu'un qui est là, qui sort de nulle part, et puis il vient l'accuser, il vient pour juste lui aussi s'appuyer sur lui pour se faire voir. C'est un système. Moi, il y a des gens que j'évite. C'est pas parce qu'ils ont raison, mais je les évite parce que je ne veux pas leur prêter le flanc. Ils veulent passer sur moi pour te faire connaître. Pour qu'on dise aussi, toi aussi tu existes. Non, c'est pas moi. Okay. Faut dire ce que tu veux, je ne réponds même pas. D'accord. Donc, je vais revenir à... Mais les histoires, il y en avait. Je vais revenir à une question, parce qu'on en a parlé un peu, mais on n'a pas vraiment creusé sur la question, parce que j'ai vu qu'on a parlé beaucoup de l'influence de la musique sur les différentes générations. Mais on n'a pas parlé de l'influence de la musique par rapport aux différentes situations socio-politiques de la Côte d'Ivoire. Par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont impacté la musique ivoirienne d'un point de vue sonorité, mais d'un point de vue aussi économique, parce que les tests ont changé, parce que l'environnement musical a changé, donc d'un point de vue économique aussi a changé. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux peut-être nous expliquer un peu? Parce que le Zouglou, enfin, on voit que le Zouglou a été beaucoup impacté par les différentes situations socio-économiques et politiques de la Côte d'Ivoire. On n'en parle pas souvent, mais c'est ce qu'on a constaté. Moi, je voulais savoir, est-ce que toi, à quel niveau et à quel moment il y a eu ce déclic-là dans l'industrie? Wow, je pense que au niveau du Zouglou, depuis les années 90, il y a eu une prise de conscience au niveau de la jeunesse, estudiantine d'abord,
qui a pu mettre des mots sur leurs différents problèmes. Et tout cela a été traduit après en musique. Et forcément, le zouglou, avant d'arriver dans les cités estudiantines, existait dans les quartiers. Ah bon? Ça, on ne le dit pas. On jouait dans les orassus, dans les rencontres sportives et tout ça, dans les cérémonies funéraires et tout ça. Il y avait des groupes, ça s'appelait dans ce temps les comités d'animation. Tu avais des comités d'animation dans toutes les 10 communes. Donc, ceux-là qui animaient ce genre de manifestations sportives. Donc, la rencontre va se faire maintenant entre les étudiants et cette mouvance-là. Donc, ça va créer les billets Didier et tout cela de l'autre côté. Mais ça va créer les esprits de Yop, les Yodé Coco, des gens qui étaient déjà des stars dans les quartiers. Donc, chacun, à son niveau, va essayer de dépeindre ses réalités. Et ça va avoir plus d'écho, puisque ça se fait de façon musicale. Donc, ça passe sur les antennes et tout. Ça crée une autre dynamique sociétale. Pourquoi on n'observe pas la même chose dans l'industrie musicale actuelle? Pourquoi on n'observe pas cette influence-là? Parce que chacun a son histoire à raconter. On n'a pas la même histoire à raconter. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas d'histoire vraiment à raconter. Ils ont leur histoire, ils la racontent de leur façon, mais on n'a pas les mêmes vécus. Oui. Avant d'arriver à la musique, déjà, tout le chemin que nous, on a parcouru, c'est pas, comparé aux jeunes d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il a une inspiration, il peut aller en studio, même avec son ordinateur, il peut te faire un hit. Ouais. Mais à notre temps, c'était pas les mêmes réalités. Hein. Tu vas te construire, tu vas penser à ta musique, tu vas chercher un producteur qui va t'accepter, qui va t'envoyer en studio, qui va accepter d'enregistrer et qui va te mettre à la télé. Même comment il s'appelle, le gars, l'animateur, il faut déjà qu'il accepte, il t'écoute, il accepte de te faire passer. Nous, les garagistes, on est passé la première fois à la télé, c'était un problème. Hein. On est passé là, il y avait les caméras sur nous, mais la chanson n'est jamais passée. Ah ouais? Pourquoi? On n'a pas su pourquoi, je sais pas. On était habillés, tout ça, on nous a présenté. Maintenant, voilà un nouveau groupe et tout, c'était encore à Bokeh. Et on est resté là, stoïque. On dit, bon, après, on nous a zappé. Bon, c'est un problème technique, on verra après. Bon, on est rentré au quartier comme ça, avec nos maillots et tout. Reine Pelagie, toi, qu'est-ce que tu peux dire de ça, de cette situation par rapport à la situation sociopolitique qui a pu peut-être impacter la musique telle qu'elle est aujourd'hui? Et pourquoi on n'a pas le sentiment qu'il y a cet impact sociopolitique-là sur la musique, le coupé décalé aujourd'hui, quoi? Bon, ou peut-être qu'il y en a une. C'est ce que Souma a répondu. Il a dit, je pense que c'est la même chose parce que, et je le dis, je dis, chaque jeunesse a ses réalités. Donc, eux, ce qu'ils sont en train de faire, et nous, ce qu'on a fait et qu'on continue de faire, nous, on est devenus leur pied à terre. C'est-à-dire? Parce que c'est sur nous, ils s'appuient pour pouvoir émerger à leur tour. Donc, musicalement, je veux dire, ils puisent un peu chez nous, parce qu'en fait, le décalé coupé, à un moment donné, ils ont commencé à chanter en lingala. Ils ne comprennent pas, et puis il est là, sentiment mort, on ne comprend pas. Ils ne comprennent même pas et ils le chantaient. À un moment donné, moi, je passais à la radio, à la télé, je crois, j'ai fait des émissions, puis je dis, on a des belles langues en Côte d'Ivoire, les gars. Décalé coupé, faites-le dans notre langue. Et depuis ce temps, les gens ont commencé. Donc, pour dire que même quand on ne me voit pas souvent, je suis dans mon coin, mais j'apporte quelque chose à la culture ivoirienne et dans le monde. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc, il faut faire la musique, il faut le faire, parce que en fait, chanter, c'est une pédagogie. Chanter, c'est enseigner. Donc, faites des bons enseignements aux enfants, à la relève. Comme ça, après vous, eux, ils vont dire oui, qu'il a chanté, il a dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres, arrêtons le tribalisme, arrêtons la méchanceté, etc. Que ce soit rap, que ce soit décalé, coupé. Ça, c'est le plus important. Message, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas faire... Moi, j'ai une question, parce qu'on parlait tout à l'heure de la façon dont, dans le coupé décalé, vous gagnez de l'argent aujourd'hui. Comment vous vous rémunérez? Mais j'ai une question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous observez le paysage ou l'écosystème de la musique ivoirienne, est-ce qu'un artiste aujourd'hui est capable de gagner sa vie sans maison de disque, de manière très concrète et à long terme? Oui,
Oui, mais c'est quand il se produit. Nous, on fait un album, on n'a pas besoin de... Parfois, il y a des artistes qui n'ont pas besoin d'être enregistrés, mais qui gagnent de l'argent. Au Burida. Mais gagner de l'argent à quelle proportion? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire de la musique et de ne pas appartenir à une maison de disques et gagner vraiment de l'argent? En fait, les deux sont relatifs parce que si tu n'as pas une maison de disques où on va trouver tes œuvres pour les acheter, qui te représentent, c'est pas possible. Après aujourd'hui, je dirais oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout est au marché. Voilà, tout est facilité d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, tu peux faire une production, tu as les moyens d'aller sur un certain nombre de sites, placer ton produit. Personnellement, sans passer par une maison de disques, tu as les moyens de le faire. Ah bon? Aujourd'hui, en tant qu'artiste solo, tu as les moyens de le faire. Mais après, il n'y a pas que sortir un truc et le mettre sur le marché. Il y a tout un écosystème après, tout ce qui concerne la promo, en termes de visibilité. Peut-être que tu seras moins vu si on ne met pas la machine derrière, si on n'ouvre pas les canaux. C'est vrai que maison de disques, souvent, j'ai l'impression que c'est un abus de langage souvent chez nous. Parce qu'il y a des maisons de disques, mais qui ne sont pas là vraiment pour faire du développement artistique. Malheureusement, il y a des gros noms. Il y a des gros noms. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de scandales sur les maisons de disques. Mais ça ne développe pas. Ça ne développe pas. Ils n'ont plus le temps pour ça. Ils profitent de l'aura que les uns et les autres ont sur Internet. Et ça me rappelle une question. Est-ce que les maisons de disques aujourd'hui approchent plus facilement la nouvelle génération ou l'ancienne génération? Chez nous-mêmes, ça n'existe plus. Parce qu'il faut avoir une logique artistique, il faut avoir une démarche artistique en fait. Et puis il faut avoir une culture artistique. Malheureusement, c'est pas un truc, mais il y a des gens qui sont dans des maisons de disques qui n'ont aucune culture artistique. Je suis désolé de le dire. Parce que... Toi, t'en penses quoi? Mais en fait, c'est ce que le grand frère a dit. Il y a beaucoup qui distribue. En fait, je vais dire aujourd'hui, si ton producteur est puissant, s'il est fort, tu gagnes. Et quand il dit tu gagnes, comme le grand frère a dit, tu peux te lever toi-même tes œuvres, tu vas mettre, bon, ne pas faire de publicité, tu vas mettre ça partout où tu veux. Ou même si des sites payants, quand on va écouter, c'est 50 centimes ou bien 1 euro. Toi, ça te revient. Mais après, quand il veut dire que quand la maison te distribue, c'est parce que là, tu veux être un peu professionnel. Parce que ça va être accompagné de promotions, les émissions télé, voilà, quelque chose, voilà. Mais sinon, toi, tu peux partager tes trucs. Mais aujourd'hui, là, eux, là, quand ils vont partager, eux aussi, ils mangent. Et moi, je pense que plus ou moins, quand tu es un artiste, bon, eux, comme ça, c'est le classique. Si tu veux ou tu veux pas, ou tu as fini d'écouter tes coupés décalés, au moins, tu vas participer. Donc toi, tu penses qu'ils sont plus... Les maisons de disques aujourd'hui, ça approche plus de l'ancienne génération, ou de la génération middle, plutôt que la middle et nouvelle génération. Middle et nouvelle génération. Et l'ancienne génération, elles sont un peu lésées, quoi. Bon, eux-mêmes, voilà, il y a d'autres qui n'ont pas justement, c'est tout ça. Pourquoi, à votre avis, pourquoi, maman, à ton avis, pourquoi aujourd'hui on Mais pourquoi tu me poses la question? Parce que c'est ta génération. Mais les maisons de disques, c'est une question de culture musicale. Moi, par exemple, je peux être à la tête de quelque chose. En fait, il y a des gens qui veulent gagner de l'argent. Après, ça reste des business. Ça reste un business, mais il y a des gens qui ne savent pas faire gagner de l'argent, qui ne savent pas créer la monnaie. Moi, avec la mère Reine Pélagie, si j'ai une culture musicale, moi, je peux la prendre, un de ses beats ou un de ses hits, le transformer, la mettre en mixtape ou en feat avec tel artiste. Pour ça, il faut avoir une vision. Mais ils n'en ont pas. Donc, pour eux, il y a une génération qui est passée. Il y a une nouvelle génération qu'on va exploiter parce que de génération, il y en aura toujours. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, il y a des artistes qui vivotent. Mais ceux qui décident, il faut qu'il y ait une culture, une vision musicale. Des gens qui ont connu la musique, qui savent lire la musique, qui savent entendre la musique, mais qui ne savent pas entendre que la monnaie. Aujourd'hui, les gens, ils entendent que la monnaie. Est-ce que quelque part, le coupé décalé n'est pas venu, excuse-moi du mot, mais pervertir un peu l'univers musical ivoirien? Mokhtar, ça, c'est une question qui est pour toi. Perverti, c'est... Dans le sens où, aujourd'hui... Quand on regarde, c'est quand même ça. On a facilité la musique avec le coupé décalé parce qu'on peut faire la musique comme le disaient les grands frères sur le plateau. On
on peut faire la musique plus facilement par rapport à avant. Avant, on enregistrait avec un orchestre, machin. Et aujourd'hui, on peut enregistrer avec un téléphone et ça peut être un hit. Et aujourd'hui, il y a toute cette recherche-là de plus de contenu et tout ça. Est-ce que cette rapidité de production des musiques n'impacte pas l'industrie? Et est-ce que vous n'en êtes pas, vous, on va dire un peu, les éléments qu'on utilise pour pervertir un peu l'univers musical? Excuse-moi du terme, c'est juste moi, je pense que pervertir, c'est un peu trop dit parce que moi, je peux appeler ça avoir une chance. Moi, je peux appeler que c'est une chance. Une chance pour vous, mais pas peut-être pour les anciens. La raison pour laquelle je parle de nous, c'est une chance qu'on a eue. Tout le monde ne peut pas avoir la même chance dans la vie. C'est-à-dire, si nous, on avait échangé les époques, c'est nous, on allait subir. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une chance parce que le temps évolue. Aujourd'hui, même dans ton téléphone, il peut y avoir un petit studio dans où tu télécharges, même si c'est payant, tu payes tes 5 euros, même tes 3 euros, tu fais tes petits trucs. Seulement que c'est comme les avions. Aujourd'hui, les avions de 1800 ne sont pas même chez les avions de 2000. Donc, il veut dire, ceux qui sont montés dans les avions de 1800 là, il veut dire que c'est l'époque qui avance. Et moi, il dit, c'est une chance de naître dans cette époque-là. Et donc, je ne peux pas dire que ça pervertit la musique. Il y a des artistes, par contre, qui ne prennent pas le métier au sérieux. Ça, par contre, je peux le dire. Mais pour dire pervertir carrément, non. Parce qu'il y a des artistes aujourd'hui, là, s'ils ont commencé à gagner les 50 000 transports, ils se disent qu'ils sont stars. Voilà. Mais par contre, moi, comme ça, depuis 2004, je suis danseur avant de devenir artiste. Donc, pour dire que nous, on connaît un peu la souffrance des artistes. Donc, ça fait qu'on prend la chose au sérieux. Et moi, c'est ma passion qui est devenue mon travail aujourd'hui. Voilà. Donc, Reine Pélagie, toi, t'en penses quoi? Oui, il a fini. Ce qu'il a dit, c'est ça. Et toi, tu penses que la musique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, l'univers musical tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça impacte positivement ou négativement votre génération? Non, nous, ce qui nous manque actuellement, c'est la clientèle. C'est-à-dire, quand on chante, on a besoin des clients pour consommer. Mais vous savez que le temps a changé. Le temps a changé. Ceux qui consommaient pour nous, beaucoup sont morts. Mais moi, par exemple, je ne suis pas de votre génération, mais j'aime beaucoup vos musiques. À l'époque, j'ai écouté. Vous avez écouté par rapport à quelqu'un d'autre qui le jouait. Parce que vous étiez petit. Vous ne pouvez pas payer le CD ou la cassette. Mais c'est par rapport à ça que vous avez entendu, écouté, et puis vous avez fini par aimer la chose. Mais je veux dire, la plupart, ceux qui faisaient comment on appelle ça? Nos supports dans le public, beaucoup ne sont plus. Les jeunes qui sont venus, vous êtes revenus avec ça. C'est ça qui est dans ça. Vous êtes venus avec ça, avec comment on appelle ça? Avec Facebook, avec TikTok et tout. Bon, nous, on est obligés de rester là pour vous regarder, mais on vous suit. On vous suit quand même. On vous suit. Tant qu'il y a encore du souffle de vie, non. On va se déposer sur scène. Lui, décalé, coupé. Zouglou. Et puis nous qui sommes la transition. Attends, c'est là que vous allez faire le choix. Ah ben oui, vous allez faire le choix. Nous, on est là. On est là seulement, on n'a pas assez de visibilité. Voilà, c'est le mot, je pense. Moi, j'ai une question, peut-être ça nous permet de chuter vers la conclusion de cette émission. C'est aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la musique ivoirienne pour les années à venir? Comment vous la voyez? Je pense qu'il y a une grosse dynamique. Les jeunes se structurent de plus en plus. C'est vrai que les problèmes des uns ont servi aux autres. Et je pense que l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une aubaine. Hein? Tout ce qu'il y a, la façon d'enregistrer les jeunes générations, ce qu'elles nous apportent. Je pense que c'est des générations qui s'influencent les unes les autres. Et aujourd'hui, elle doit être de plus en plus structurée. De plus en plus structurée pour permettre aux artistes et à ceux qui font la promotion des artistes, aux producteurs, aux mécènes et tout, de pouvoir produire plus. C'est-à-dire qu'il faut encadrer tout ça. Juridiquement, il faut leur permettre de gagner de l'argent. Il faut les protéger, en fait. Il faut protéger ce corps de métier de sorte à mouver vers l'industrialisation de la musique. Une vraie industrialisation de la musique. Une vraie industrialisation. Il y a plusieurs axes qu'ils doivent communiquer pour que cela soit. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Aujourd'hui, la maman, par exemple,
s'il y a quelqu'un qui peut s'organiser, qui peut organiser, par exemple, tout son background et le réactualiser. C'est des choses qui peuvent faire, on ne sait jamais. On a vu le cas avec l'autre dame, j'oublie un peu son nom, un truc sur TikTok, ça fait des millions de vues. Maté. Avec Maté, il y a des choses qu'on peut réactualiser. Parce que la musique, c'est un fil qui ne s'interrompt jamais, en fait. Tu vois, ceux qui donnent aujourd'hui ont reçu quelque chose des autres hier. Donc vous êtes plutôt positif pour la musique ivoirienne. Plutôt positif. Je pense que ça va aller en grandissant. Et toi, Mokhtar? Et puis moi, je suis en train de chercher à préparer un featuring avec le papa Vata Mombasa. Est-ce qu'il y a un featuring? C'est un remix d'une de ses chansons. Bon, je vais dire que moi, pour dire que c'est là-bas, là, moi, je puise. C'est ça qui t'inspire. C'est ça qui m'inspire. Toi, pour toi, comment tu la vois plus tard, la musique, aujourd'hui? La musique plus tard, moi, je pense que plus ou moins, comme on dit, les années avancent. Peut-être il va arriver un moment même où, là, il va y avoir intelligence artificielle. Toi-même, tu es à la maison, toi-même, tu fais des trucs. On n'aura plus besoin d'arrangeurs. Peut-être c'est le truc qui peut arriver. Mais moi, je pense que la musique, c'est quelque chose qui ne peut pas finir. La musique, c'est toute une vie, au fait. Ça ne peut pas finir. Donc l'industrie musicale, pour toi, d'ici 2030, c'est plutôt positif, plutôt une bonne positive. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder cette dynamique, selon vous? Bon, cette dynamique-là, pour la garder, moi, je pense qu'il faut déjà qu'on apprenne à repartir vers les anciens. Il faut que la nouvelle génération, parce qu'eux, ils sont fatigués. Eux, ils sont fatigués. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas marcher, non. Souvent, ils sont assis là, ils se disent que, bon, on a fait notre temps. Il y a des choses à chaque fois, on venait lutter encore, les enfants là, on ne peut plus faire ça. Donc, quand une personne de notre génération, ou même les autres générations, viennent par exemple voir la maman Reine Pélagie, maman, ton morceau là, moi, je fais le remix, c'est toi. Le papa Mewé, le vieux Soumbil, on vient. Ah, nous, on veut faire les remix. Moi, je suis encore là. Moi, je suis encore à vous. Non, c'est vrai. Moi, je lutte. Pour dire que... Et là, ça continue. Au fur et à mesure, donc ça te rappelle qui était Maman Reine Pélagie. Ça te rappelle qui était Awolowo. Ça te rappelle qui était Vata Mombasa. Donc je veux dire, au fur et à mesure, ça ne peut pas se perdre. Donc moi, je vois, comme si un peu, je ne sais pas si ça se dit la positivité, ça se dit, donc je vois la positivité, quoi. Moi, 2030, c'est petit. 2000, monter même. Voilà. Reine Pélagie, toi, comment tu vois l'avenir de la musique ivoirienne d'ici 2030 ou plus? Ils ont déjà répondu à ça. C'est ta version aussi. Attends. Moi Comment tu la vois, l'évolution de la musique ivoirienne? Toi, pour toi, c'est plutôt une bonne dynamique. Est-ce que tu vois qu'il y a des choses à non, il y a des choses à refaire. Tout est à refaire. Ah bon? Vas-y, dis-nous alors. Tout est à refaire. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est comme dans les fonctions publiques aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent même aux impôts, qui travaillent et tout pour avoir un peu d'argent pour leur vieillesse. Quand ils cotisent pour la vieillesse. Mais quand ils deviennent vieux, eux-mêmes, ils voient ce qu'ils gagnent. Ce n'est plus suffisant pour eux. Donc, c'est maintenant qu'ils sont en fonction, qu'ils devraient arranger cette situation pour qu'ils ne tombent plus dans les mêmes erreurs que les précédents. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont toujours en train de faire les mêmes erreurs. Et après, quand tu es en retraite, tu as seulement 1 000 euros, 1 200. Toi-même, tu as travaillé dans le coin. Pourquoi tu n'as pas arrangé la situation? C'est ça. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'il y a des anciens, il y a après les anciens, ainsi de suite. Si, parce que nous, les artistes, on gagne, on a des milliards, malheureusement, on est dans un pays où, papa, il faut boire un yako. Père à ton âme, tu dis, on ne voit pas dans la bouche des grillades d'arachide. C'est toi qui as eu raison. Que oui, on a l'argent, on dit, bon, les années 50, ou avant même, ceux qui ont chanté, les sœurs Komoué, tout ça, de temps. Voilà, eux, ils doivent avoir telle somme. Un salaire par mois? Par mois, oui. Pour donner à leurs les héritiers. C'est normal. Ainsi de suite. Chaque 10 ans, jusqu'à arriver ici, vous allez voir que les gens, ils vont être à l'aise. Quand on va prendre eux-mêmes, quand ils seront en retraite, ils vont avoir cet argent. Ils seront contents d'avoir fait ça. Mais qui pense à ça? Personne ne pense à ça. Il attend d'être lui aussi en retraite et puis il va aller plus loin encore. Mais pourquoi on peut faire des choses comme ça? Il faut un meilleur partage. Mais franchement,
C'est ça le problème. Et moi, je ne peux pas. Ça dit, quand je regarde tout ça, j'ai pitié. J'ai pitié parce que toi, tu as l'œuvre de l'Éternel. C'est lui qui te donne l'inspiration. Tu le sors et puis tu meurs demain. Même tu vis et puis il y a des gens qui vivent de ça. Et toi-même, là, rien. Moi, je suis producteur depuis dans les années 85. C'est moi-même, je produis mes œuvres. Mais quand tu finis, tu payes le sticker, tu mets sur le marché, ils ne voient pas là-bas, ils s'en vont sur le pirate qui vend ça à 1000 francs, 1500. L'Ivoirien, plus il t'aime, plus il te tue. C'est ça. Comment tu peux aimer quelqu'un puis le tuer par amour? Mais c'est ce qu'on vit. Quand un Ivoirien, il t'aime, il gâte ton nom pour que les autres ne t'aiment plus. Lui seul, il va t'aimer. Comme si son amour là, lui seul, son amour là te suffit. D'accord. Mais on va chuter sur la dernière question. C'est est-ce que vous croyez que les artistes d'hier ont plus de mérite que ceux d'aujourd'hui? Et ça sera la dernière question. Après, chacun donnera son mot de fin. Waouh, ça c'est une question. Plus de mérite en termes de. Je sais pas, globalement. Oui, plus de mérite. Moi, je pense que oui. Les situations étaient plus difficiles avant. Voilà. C'était pas permis à tout le monde. C'était pas permis à tout le monde et c'était inaccessible, assez inaccessible quand même. Être un artiste et pouvoir s'affirmer en tant que tel, hier, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Franchement. Je pense que j'avais plus de mérite. Franchement. Ils ont trop de mérite parce que aujourd'hui, là, nous, on a la chance, comme je l'ai dit. Il y a trop de réseaux pour s'exprimer. Alors que eux, là, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient qu'une télé ou bien une radio ou bien pour aller tourner. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu t'assois et puis il y a des classiques que tu écoutes, tu te dis même comment ils ont pu faire la promotion pour que voilà, tu vois un peu, non. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a trop de réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est-à-dire si un n'a pas marché, un va marcher. Donc voilà, eux, ils ont trop de... C'est à saluer, quoi, franchement. Reine Pelagie, pour terminer là-dessus. Oui, je sais que on a eu trop de mérite parce que c'était pas facile, comme ils ont dit, et c'est vrai. Pour que tu puisses sortir ton épingle du jeu, il faut te surpasser pour sortir. C'était pas évident. Donc là, actuellement, là, moi, je pense que le travail, on travaille, c'est-à-dire c'est comme on travaille avec la terre, quoi. On creuse la terre, les doigts. Aujourd'hui, ils ont pioche. Mais nous, à l'époque, tu étais obligé de creuser avec tes mains. Il faut pouvoir creuser les graviers avec tes mains. Et avoir de la musique de qualité en plus. Voilà. Mais eux, ils ont la chance. Ils ont tous la chance. Mais cette fois-ci, la chance, on va partager ensemble. Moi, je dis... Parrainage là. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je laisse la parole. On va commencer par le plus jeune. Un mot de fin. C'est tout un honneur pour moi d'être ici à CFT. Voilà, puis surtout accompagné des doyens. C'est tout un honneur pour moi. Moi, je suis tout content. Voilà. L'honneur est pour nous aussi. Merci. Moi aussi, ça a été en tout cas une très belle émission. Pouvoir partager échanger avec plusieurs générations comme ça, ça instruit forcément. Merci pour l'initiative surtout. Merci à toi. Voilà, ça nous permet de réfléchir et surtout nous projeter pour que les artistes vivent mieux. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Vas-y, partagez. Maman Reine Pelagie, ton mot de fin. Ah oui, mon mot de fin, en tout cas, je remercie tous les téléspectateurs, je remercie tous ceux qui sont à l'écoute, qu'ils écoutent bien et comprennent exactement de quoi on parle et puis qu'ils nous tendent la main. On a besoin de leur main parce qu'on a besoin de ça. Moi, il y a longtemps, nous, on creuse avec les doigts. Il faut bientôt maintenant qu'on ait des pelles pour pouvoir bien creuser. Non, ça va se faire, maman. Et des tracteurs. Merci à toi aussi d'initier cette émission qui nous permet au moins de lever un peu le voile un peu sur certains faits en Afrique. On en a besoin, on a trop de problèmes en Afrique. On en a tellement, toute l'Afrique, je dis, dans son entièreté, on a tous les mêmes problèmes. Il y a des pays, même il n'y a pas de droit d'auteur là-bas. Ils chantent depuis, on ne leur donne même pas 5 francs. J'ai une de mes filles qui est camerounaise. Elle vit ça là aujourd'hui. Fafa, il n'y a pas. Donc, tous les Africains, quand je réfléchis, tous les gouvernants africains, enfin les travailleurs qui s'occupent de ce côté, là où il y a l'argent, là, ils sont tous au grillage d'arachide.
il mange tout. Et puis, il ne donne même pas à la personne qui a le mérite. D'accord. Donc, moi, je demande à ce que désormais, on ait la main dans la main, qu'on sauve cette partie-là. Parce qu'une identité d'un pays, c'est la culture. Il faut que ça soit su. Merci. En tout cas, merci à nos invités pour ce beau voyage musical à travers le temps. Et en tout cas, vous l'avez tous vu, chacun, on a bravé les périodes, les défis et tout ce que ça a pu comporter, tout ce que l'univers musical ivoirien a pu nous offrir jusqu'à aujourd'hui. Je suis très, très content de vous avoir reçus sur ce plateau. Puis merci, on se dit peut-être à une prochaine émission. Merci. Merci. Oui, et à très vite. Merci.